présenter à ceux qui ne connaîtraient pas René Roussillon, qui se balade en France et dans le monde pour faire des colloques, des congrès. Bon, il me disait à quel point ça commençait à le fatiguer beaucoup. Il commençait à perdre le plaisir, mais en général, dès qu'il démarre, il le retrouve. Mais bon, donc, ça veut dire qu'il fait cet effort pour notre amitié de venir au colloque d'Abel, comme il l'a fait la dernière fois, pour les figures adolescentes. Il a souhaité parler de valeurs de Varina. Je vais laisser présenter son intervention. Je vous rappelle qu'il est professeur de psychologie et psychopathologie, psychologie clinique, directeur du département de psychologie de la clinique universitaire, directeur du département de psychologie clinique à l'université de Lyon 2, bien sûr psychanalyste, titulaire, membre de la SPP et du GLP-RA, qui est une auditorie. Je ne sais pas ce que c'est que le GLP-RA, mais bon. Il a écrit tout un tas d'ouvrages qui sont des ouvrages de référence, en particulier le processus de subjectivation, sur la symbolisation, sur la transitionnalité, vous savez tout ça. Je vous dis simplement les deux derniers, après le manuel de psychologie paru chez Masson. Les deux derniers, le jeu et l'entrejeu au but, et puis le sexuel, la transitionnalité et la réflexivité chez Junot. Il sera discuté par quelqu'un qui tient à cœur tout, qui qualifie lui-même de dentelière de la psychanalyse, psychanalyste de la SPF, directrice de recherche émérite au CNRS, et qui a publié récemment, et nous l'inviterons bien sûr pour qu'elle vienne nous en parler, au séminaire d'Abel. Donc je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez prendre le programme, puisque vous savez qu'il y a des colloques, mais c'est aussi un séminaire mensuel depuis 15 ans. Il y a un programme qui est très intéressant, me semble-t-il. Monique Schneider, que je remercie aussi d'être là. Et puis Pierre Fédida, dommage à Pierre, il m'avait conseillé de contacter, d'inviter à Babylone, parce qu'il avait une grande admiration de ses travaux. Donc Monique Schneider, qui a publié récemment La cause amoureuse au seuil, Freud, Spinoza, Racine. René. Merci Maurice. J'ai effectivement moi aussi beaucoup de plaisir à me retrouver parmi vous, mais j'étais en train de me dire que j'avais aussi beaucoup de trac. Beaucoup de trac parce que s'aventurer en quelque sorte sur une exploration de quelque chose d'un auteur aussi complexe, énigmatique que Novarina, c'est toujours extrêmement risqué. Alors j'ai trac aussi parce que j'avais préparé quelque chose qui était structuré, qui était une analyse assez sophistiquée des processus de lecture. Donc j'étais pas sûr que ça réduisait, que ça permettait d'introduire une très grande intelligibilité chez Novarina, mais enfin bon, ça devait faire un bout de parcours. Quand d'un seul coup je me suis avisé que peut-être c'était pas un auteur que vous connaissiez très bien. Et peut-être en parler sans en même temps vous en donner des extraits était peut-être quelque chose qui risquait de vous paraître abscon, artificiel. Donc du coup, dans le train, en arrivant tout à l'heure, je suis parti dans une vaste refondation de ce que j'avais espéré lire, en essayant de voir et en parcourant à toute vitesse les textes de Novarina pour piquer de ci, de là, quelques extraits de son extraordinaire style, pour égrener mon propos avec quelques échantillons de sa propre culture. Ceci étant, cette activité de refondation était beaucoup plus importante que je ne l'avais imaginé. Les 2 beaux heures qui séparent Lyon et Paris n'ont pas suffi. Alors, du coup, ça reste encore avec un caractère un peu en chantier. Donc je vous demande de m'excuser, d'où mon trac aussi. Alors là, je suis à côté effectivement de Monique Schneider, dentelière. Je trouve qu'elle fait de la psychanalyse de dentelle, c'est pas du tout. Ouais. Et c'est un grand compliment de ma part, parce que ça veut dire qu'elle a un travail de minutie. Et puis il y a une autre. J'ai une autre compagne qui est ici, et qui est ma compagne, et qui elle est une grande spécialiste de Novarina. C'est elle qui m'a initié à Novarina, c'est elle qui m'en a lu, qui m'a fait
me confronter à l'énigme de son style, l'énigme de son écriture, et je voudrais lui rendre un témoignage, parce que je crois qu'elle va être très présente. Je pense que je vais emprunter un certain nombre de ses remarques, un certain nombre de ses intuitions. C'est quelqu'un qui par ailleurs connaît Novarina et qui a pu parler avec lui d'un certain nombre d'hypothèses qu'on a fait sur ce qui pouvait être sous-jacent à son processus et à son procédé d'écriture. Donc vous verrez, c'est assez intéressant parce que on est là entre un télo psychanalyste à se pencher sur un auteur, à faire des hypothèses sur ce qui a pu se passer, et puis d'un seul coup on en parle et il dit « Bon Dieu, mais c'est bien sûr, ça m'explique ce que je viens de voir la semaine dernière avec ma mère. » On a eu tendance à considérer, je vous raconterai ça tout à l'heure un peu plus en détail, on a eu tendance à considérer que c'était plutôt bon signe, après tout, le signe que, en tout cas, ça lui parlait et qu'il pouvait en faire quelque chose et qu'il n'y avait pas une violence de l'interprétation à laquelle il était confronté comme ça. Voilà, donc, pourquoi Novarina parce que Novarina, c'est fondamentalement un style. C'est un style d'écriture. C'est pas du tout un style narratif. Novarina ne raconte pas d'histoire. Il écrit et il se produit quelque chose dans notre rapport à notre corps quand nous écoutons ce qu'il écrit. Vous allez voir que ce rapport au corps est quelque chose de tout à fait fondamental, de tout à fait essentiel dans la stylistique. Et il y a quelque chose dans l'écriture de Novarina qui ne peut se comprendre, d'ailleurs il ne cesse de le dire, lui, c'est différent. Novarina est quelqu'un qui non seulement écrit, mais qui écrit aussi sur l'écriture, qui non seulement produit des pièces de théâtre, mais qui écrit aux acteurs sur leur manière on pourrait dire de jouer son texte, si on entend par jouer, non pas une simple interprétation, mais quelque chose qui est une reprise très en profondeur des procédés qu'il utilise. Voilà. Alors je vais tout de suite vous en lire un petit extrait d'ailleurs, vous allez rentrer dans le vif du sujet comme ça, et puis ensuite petit à petit je commencerai à passer à des fragments d'analyse. Voilà ce qu'il écrit dans une interview. Vous interrogez quelqu'un qui a écrit 5 heures par jour sans projet littéraire. Vous parlez avec quelqu'un pour qui le langage est incompréhensible. Je ne suis pas sûr de ma langue. Je ne comprends pas les mots. Je ne les vois que comme des pas, comme des figures d'une danse, comme des traces de pas. Et celui qui danse comme un danseur. Chaque livre comme une trace, comme les marques au sol du passage de quelqu'un. Je ne comprends pas les mots à plat, séparés, hors des corps qui les ont souillés. Ils n'ont de sens que dans leur danse, dans l'espace, comme des fragments d'une pièce irreprésentable, d'un drame muet, d'un jeu incompréhensible et lumineux. J'écris des livres où ne pénètre que celui qui sait lire par les oreilles, danser en pensée. Non des histoires qui se suivent, mais toute une musique silencieuse qui se noue et que le cerveau gesticulant doit mimer. Une danse immobile qu'il faut entendre avec les yeux, une parole qu'on doit prononcer avec la bouche de dedans. C'est beau, et puis ça fait parfois un peu frissonner. Hein. On sent qu'il est en train de toucher quelque chose d'assez fondamental et d'assez essentiel. Un des points de départ de ma réflexion, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, ce petit point de mon intimité, ma compagne aime beaucoup Novarina, elle m'en parle, on se met au travail, un séminaire qui travaille sur les processus de symbolisation se met aussi au travail sur ce texte de Novarina, on le lit, et là il se produit quelque chose dans l'effet que ce texte a sur les auditeurs. Alors, c'est pas très net dans cette interview, mais dans le deuxième extrait que je vais vous donner, vous allez voir, c'est beaucoup plus sensible. C'est le début du texte qui s'appelle « Le discours aux animaux ». Là aussi, n'ayez pas peur de frissonner de tout votre corps, ça fait intégralement partie de la représentation. Ça commence comme ça. J'ai vécu pour me venger d'être. Je recommencerai toujours le monde avec l'idée d'un ennemi derrière moi.
Si l'on crache toutes ces pensées par terre, d'où vient qu'elles tombent rien qu'en parole? Halte là, qui gît? Hic et ici est la tombe de l'enfant, les carniciens du temps que je fus de temps en temps. Ce crâne au bout de mes dents est-il celui d'enfant qui existe? Hic est la tombe de l'enfant, charnicienne du nom. Rien plane au-dessous, rien ne plane au-dessus. Eh, pauvre Auric, dis salut à l'espace grand. Salut l'espace petit, tout froid soleil, hauteur toute basse, plafond sous les planchers. J'ai vécu dans des lieux dont on ne connaît plus les endroits. À la vie qui vaille, qu'un cimetière vaut rien pour rien. Ici tombe à lui, ici luttage en bref. Ici souffrit l'enfant pénultérien. Ici pensa le recteur ténébreux. Ici je me pendis moi-même en me voyant d'avion. Ici aucun homme ni plus marcha, ni n'a marché, ni n'entra, ni ne fut. Ici, dans ces toutes petites choses en terre de par terre, entra l'homme de Lutahucha, qui fut un qui se prit 20 ans de suite pour moi-même. Dites ce qu'il a dit si vous êtes lui. Parole d'un muet chantée dans sa tête. Quand tu entends, demande au trou qui parle s'il est trop manquant en nous, et dis-lui qu'il nous perce par sa cavité. Parole d'un aveugle. Si tu vois Dieu, méfie-toi de lui. C'est lui qui voit partout dans le noir, qui te distingue en fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Parole d'un nu. Alors l'homme avala sa nudité et vit qu'elle était là. Il dit à sa bouche qui s'élève et se parle toute seule à elle-même, 100 centimètres au-dessus des choses du bas. Où le jette-t-il? Nous sommes fermés dans un carré faisant 1000 centimoches de tour de rien, plus des virgules monométriques qui nous assaillent de part en part. J'ai fait les 100 pas, j'ai reconnu chacun des nombres de mes actions, j'ai construit en pensée un lieu où toujours n'être pas. J'ai voulu mourir pour me venger d'avoir été. J'ai retenu aucun des noms qui parlent tous seuls dans la nuée. Toute terre que nous lançons, nous ne l'entendons que quand il résonne hors de nous-mêmes. Animaux museliers, animaux musicières, inarticulés, rusicières sans nom, venez vous arracher le reste de nos oreilles restantes. Nous entendons enfin les garçons. L'air qui sonne dans l'air, où nous trouverons le seul trou par où les bêtes qui viennent pourront entendre parler. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi. C'est impossible à suivre. C'est-à-dire qu'on est confronté en face de quelque chose qui ne cesse de nous échapper, qui est un objet absolument insaisissable, et qui, en même temps qu'il est insaisissable, nous impressionne. Et au fond, le point de départ de ma réflexion, ça a été d'essayer de sentir de quoi il s'agissait dans cette espèce de double processus, par lequel ce texte, à la fois, marque ceux qui l'entendent, les impressionne, leur fait vivre quelque chose, et en même temps, une espèce d'impossibilité de saisir effectivement de quoi il s'agit, par quoi ça passe, par où ça passe, et qu'est-ce qu'il nous fait. Voilà, donc ça a été le point de départ de la réflexion. Alors, quand on s'est penché ensuite pour essayer de rendre un peu plus intelligible cet effet-là, on s'est aperçu que ce que Navarina mettait en scène était une scène extraordinairement complexe. Bon, il écrit, et quand il écrit, manifestement, il tente de mettre en forme, sans doute, quelque chose d'une expérience subjective. On peut penser à une expérience subjective extrêmement archaïque. On voit les bébés apparaître, on voit les bébés avec des crânes qui éclatent, et il y a quand même dans les contenus quelque chose qui nous dit, qui nous parle de l'expérience extrêmement précoce. Il écrit, mais un certain nombre de ces textes, ceux sur lesquels je me penche en particulier, ne sont pas des textes destinés à être lus. Ce sont des textes faits pour le théâtre. Donc il y a une deuxième scène qui apparaît, et cette deuxième scène, c'est la scène de théâtre. Et alors que dans le théâtre habituellement, le théâtre est interprété par des acteurs et par un metteur en scène, Navarina va s'employer à essayer de convaincre les acteurs de travailler sans ce travail du metteur en scène. Il a des phrases extrêmement dures contre le metteur en scène, et il va essayer d'expliquer, ou plutôt de dialoguer avec les acteurs pour leur dire de ne plus faire les comédiens, mais d'être véritablement des actants du texte. Et des actants du texte avec la prescription suivante: retrouvez en vous-même, retrouvez dans votre rapport au texte, retrouvez les procédures mêmes par lesquelles celui-ci a été écrit.
Alors je vais vous en lire là encore un petit extrait de ce qu'il dit. Voilà donc, ça c'est un texte tiré du Théâtre des Paroles, et c'est devant la parole, c'est la lettre aux acteurs. Des bouts de texte doivent être mordus, attaqués méchamment par les mangeuses, lèvres, dents. D'autres morceaux doivent être vidés, gobés, déglutis, engloutis, aspirés, avalés, mange, gobe, mange, mâche, poumon sec, mâche, mastic, cannibale, haï, haï. Beaucoup de textes doivent être lancés d'un souffle, sans reprendre son souffle, en usant tout. Tout dépenser, pas garder ses petites réserves, pas avoir peur de s'essouffler, sans que c'est comme ça qu'on trouve le rythme des différentes respirations en se lançant en chute libre. Et bien sûr, ce dont il s'agit à travers cette opération-là, c'est d'essayer de retrouver, à travers les opérations même de lecture, les opérations qui sont sous-jacentes à la procédure d'écriture elle-même. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui, dans la procédure d'écriture, brouille, et il y a quelque chose dans le travail de l'acteur qui doit débrouiller, c'est des termes qu'on va voir apparaître, il y a quelque chose dans la trame du texte qui secoue, et il y a quelque chose dans le travail de l'acteur qui doit en découdre, et qui doit d'une certaine manière découdre ce texte pour retrouver au corps. Donc voilà ces différentes scènes auxquelles il nous convie. Alors, une des choses, des questions qu'on s'est posées pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait, quelle était la scène qui était sous-jacente à tout ça, ça a été d'essayer de se poser la question de quelles expériences primitives, quelles expériences précoces, quel rapport à l'objet premier venait se transférer dans ce rapport à la langue. Ça a été une hypothèse forte que Christine Serre a proposée. Ça a été l'idée que il y a dans le rapport de l'écrivain à son texte un double procès. Il y a quelque chose qui est au niveau de la transmission d'un contenu. Et il y a aussi quelque chose qui est un rapport même au médium de la langue. Et c'est du côté de ce rapport au médium de la langue que quelque chose semble se transférer d'un rapport primitif au corps à corps avec l'objet premier. Ça a été une hypothèse extrêmement forte. Alors on s'est mis à chercher, on s'est dit il y a quelque chose d'insaisissable, il y a quelque chose qui ne cesse de nous glisser entre les doigts. Vous l'avez vu dans l'extrait que je viens de dire, il faut chuter dans la langue, nous dit Novarina. Donc il y a quelque chose de la problématique d'un laisser-tomber qui est là tout à fait au cœur. Et puis alors, on tombe dans un texte beaucoup plus tardif de 99, qui s'appelle Demeure fragile, sur un extrait dans lequel Novarina nous dit comment il s'est trouvé en arrêt devant un tableau de Piero della Francesca. Alors, 2-3 commentaires, ce que dans son texte, petit à petit, Novarina va nous dire. Alors, il va le dire de différentes manières. Il va dire la demeure fragile dont il parle à propos de son analyse de ce tableau, c'est le théâtre. Et il nous explique par ailleurs que, je retrouve la deuxième citation, l'enfant dont il est question dans le tableau, il dit cet enfant, icône visible du Dieu invisible, a fait le monde, c'est lui le poète de toutes choses créées. Comment être plus clair? Il faut nous dire que si, dans cette analyse de ce tableau, celle qu'il nous propose et que je vais vous lire, comment nous dire plus qu'il faut situer le poète à la place du bébé? Alors, j'aurais aimé, mais moi je ne suis pas très bon avec les trucs informatiques, mais dans le texte on a une représentation du tableau de Piero della Francesca qu'on n'est pas comme ça tous supposés connaître parfaitement et toujours. C'est vrai que l'analyse qu'il en fait dans le décor de son texte est une analyse extrêmement minutieuse et serrée, c'est une analyse extrêmement parlante. Mais vous allez voir déjà la description qu'il en donne, ça va vous donner une première représentation. La Madone,
entouré d'anges et de saints de Piero della Francesca, est un malaise dans l'espace. Au premier étage du 28 de la rue Grévin, à Milan, salle 14, elle plonge le spectateur dans les vertiges de la disproportion. Tout déroute. Rien ne va dans le sens de la reconnaissance d'un lieu connu. Étrangeté, en haut, de cette voûte alvéolée, nervurée en matrice du monde, surmontant la scène à l'envers. Étrangeté de la conque, de la semi-coquille et de l'œuf obsédant qui y pend. Vous n'arrivez pas à voir, mais au milieu du tableau, il y a une espèce de bizarre chose toute blanche qui semble être comme suspendue au-dessus de la tête. C'est ça, c'est ce bizarre œuf qui est là et qui fait effectivement qui donne une impression tout à fait étrange. Donc il appelle ça l'œuf obsédant qui y pend. Étrangeté à mi-hauteur, des corps raides, des 12 personnages, alignés face à nous, réguliers comme des troncs de colonnes, nous fixant. Étrangeté du visage très impassible et très ovale de la Vierge. Impassibilité du visage de la Vierge. Disproportion de ses grandes mains jointes, laissant voir le jour au travers. Étrangeté de cet enfant, là on descend le plus bas, et l'enfant est posé sur les genoux de sa mère. Étrangeté de cet enfant plutôt gras, aux chairs incertaines, boursouflé, lourdement endormi, extrêmement mal posé sur les genoux de sa mère, instable et comme flottant, prêt à glisser. Alors c'est cette scène-là que Christine Serre est allée proposer à Novarina comme en quelque sorte la scène même de l'écriture. Et donc ça se passait à Lyon. Vous savez que Novarina, quand il fait jouer ses pièces, il les suit, il est souvent dans la salle, il est souvent présent, il est tout à fait attentif à ce qui se passe. Et même on sent qu'il reparticipe à chaque... Il réécrit sa scène quand il est présent. Donc c'était l'occasion de ses passages à Lyon. Il va le rencontrer et comme ça dans la conversation, il dit « Oh ben on a pensé que cette scène-là, elle n'était sûrement pas anodine pour vous, que peut-être bien à travers quelque chose de votre style qui glisse, qui tombe et qui est insaisissable, il y a quelque chose de ce bébé insaisissable, non saisi par cette mère, il y a quelque chose de ce visage de cette mère impassible et insaisissable elle-même qui est en train de se mettre en scène et de se produire. » Et alors là, Novarina a la réaction suivante. Il est interloqué. Et il a une association. Il dit « Ce que vous me dites me fait penser à une scène de dimanche dernier où j'ai vu ma mère avec un de mes enfants. Je n'avais jamais vu ma mère porter un enfant. Et quand elle le portait, j'avais toujours l'impression qu'il allait tomber. » Alors, il est utile de vous dire que une belle confirmation comme ça nous a fait assez plaisir. Et donc, du coup, on s'est dit, mais est-ce que, à partir de ça, on ne peut pas essayer de reconstruire ce dont il s'agit dans son procédé d'écriture? Alors, ne faites pas dire ce que je n'avais pas du tout l'intention de dire. Il est hors de question de réduire l'extraordinaire talent de Novarina à une interprétation de type psychanalytique. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait que cette scène dans son écriture. Je pense qu'il y a une complexité. Par contre, ce qui nous a intéressé, ça a été de suivre un processus, un mouvement, et d'essayer de voir quelle serait la logique de ce mouvement, et est-ce qu'à partir de ce mouvement-là, on peut comprendre pourquoi il travaille sur différentes scènes, qu'est-ce qui se joue dans son rapport au théâtre, qu'est-ce qui se joue dans son rapport aux acteurs de théâtre, qu'est-ce qui se joue dans son rapport au corps. Alors dans le rapport au corps, il y a une espèce d'immédiateté d'hypothèse, c'est qu'effectivement, ce corps alourdi tombe, l'expérience subjective première dont il s'agit est d'abord une expérience corporelle. C'est une expérience de vertige, c'est une expérience de chute, c'est l'expérience de l'échec d'un portage, c'est l'expérience de l'échec d'un appel. Alors, voilà ce qu'il dit à propos de l'écriture, si je le retrouve assez rapidement. C'est ça que j'ai pas eu le temps de faire, c'est-à-dire de tout...
bon, c'est ça le problème quand on n'a pas suffisamment. En fait, ce qu'il dit, bon, voilà, voilà, je les ai là. Donc, juste un petit extrait. La parole humaine, c'est pas un processus de communication. La parole ne cherche pas à expliquer. Parler, c'est pas communiquer. Parler, c'est pas s'échanger, troquer des idées, des objets. Parler n'est pas exprimer, désigner, tendre une tête bavarde vers les choses, doubler le monde d'un écho du nombre parlé. Parler, c'est d'abord ouvrir la bouche et attaquer le monde avec, savoir mordre. Et puis ensuite, il dit, il y a un appel dans la parole humaine et une attente dans la pensée. L'écriture est appel. Et il va revenir à différentes reprises sur cette caractéristique. L'écriture porte un cri d'appel, et c'est le devenir de ce cri d'appel-là dont il s'agit. Au commencement, ça n'est pas l'être qui est, mais l'appel. L'être lui-même n'a jamais été que la première des choses apprises. Donc, procédure d'écriture qui est un appel. Alors, c'est un appel à quoi? C'est un appel de quoi? Moi, je ferai l'hypothèse que c'est un appel à nous faire partager quelque chose de son expérience subjective première. Une hypothèse qu'on peut faire avec le style d'un auteur comme de Marina, c'est sans doute vrai de nombreux styles, peut-être jamais autant que chez lui. C'est donc cette hypothèse que je faisais tout à l'heure, qu'il essaye de mettre en scène, de transmettre, de transférer dans l'appareil de langage, dans l'appareil d'écriture, dans l'appareil théâtral, quelque chose d'une expérience subjective préverbale. Ce qu'il fait vivre à la langue, c'est le transfert d'une expérience d'avant la langue. Et la manière dont il traite la matérialité, il insiste énormément sur la matérialité du langage, sur la matière du langage. La manière dont il traite cette matière du langage, c'est pour essayer de faire passer, on pourrait dire quasi de force parfois dans les mots, quelque chose d'une expérience dont la nature est fondamentalement une expérience sensorimotrice. Donc le rapport qu'il entretient avec l'activité d'écriture, on peut penser que c'est un rapport qui est en lien tout à fait étroit avec la tentative d'essayer de transférer dans l'appareil de langage, de transférer dans l'appareil d'écriture quelque chose de cette expérience subjective première, de le transférer et de le faire partager à ceux qui écoutent et à ceux qui entendent. Donc ça, c'est la première hypothèse, c'est-à-dire le motif. L'un des motifs de l'écriture, c'est d'essayer d'arriver à faire qu'une expérience qui s'est déroulée dans la solitude, dans un vécu de chute, dans un vécu de déhiscence, puisse se retrouver, partagé par au moins un autre, par plusieurs autres, devenant objet de communication, devenant objet d'échange, et peut-être attirant, je vous rappelle que tout à l'heure, c'est très très visible sur la figure, la mère ne regarde absolument pas l'enfant. Elle a les mains jointes, elle a le regard perdu aussi. Cet enfant, il chute parce qu'il n'est pas tenu par les mains, il chute aussi parce qu'il n'est pas tenu par un regard. Il y a quelque chose dans le fait de devenir cet homme public, et on va voir dans quelle stratégie, comment il s'y prend pour faire ça, ça passe aussi par l'acteur. Il y a quelque chose dans ce devenir de l'homme public qui est aussi là pour venir attirer ces regards premiers qui ont été trop absents, ces regards premiers qui n'ont pas suffisamment porté. Donc trouver des mains pour porter ces textes, trouver des yeux pour venir soutenir son processus d'être, quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose dans le motif d'écriture, sauf que dans le motif même de toute parole, avant même l'écriture, je crois. Sauf que, quand vous parlez, vous prenez le risque de l'autre. Vous prendrez le risque de ne pas être entendu. Vous prenez le risque d'être interprété de telle ou telle manière. Je vais essayer encore de trouver tout à l'heure mes petites notations là-dessus.
Là, ça fait partie des parties que j'avais eu le temps de renoter. Oui, c'est un peu trop tôt. Pardon. Je vais vous parler avec des suspects. C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt, ça va venir après. Ce que je voulais vous dire là, c'était dans ce qui fait aux acteurs. Dans ce qui fait, d'abord, dans ce rapport-là, je pense que c'est un risque trop important. L'expérience subjective dont il s'agit est trop cruciale pour qu'ils prennent le risque que cet appel, passant par la langue, soit mal entendu, qu'il soit mal interprété. Alors, il utilise une première procédure qui est, tout en utilisant le vecteur de la langue, d'absenter l'objet, d'absenter l'interprétant, et pour absenter l'objet et pour absenter l'interprétant, mais néanmoins pour garder la matérialisation que l'écho, au moins d'un espace d'accueil, peut donner à cette parole-là, il va passer au dispositif d'écriture. Quand on parle et qu'on prend le risque de l'autre, ce risque de l'autre a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'effectivement, l'autre entend, comprend, interprète en fonction de ce qu'il est, puisqu'il est, il n'est pas un double, enfin il est un double, mais il est surtout un autre sujet, avec ses paramètres propres. Mais le deuxième aspect de cette parole adressée à un autre, c'est que la réponse de l'autre vient donner de la valeur, de la consistance à la parole qui est proférée. Donc, ça va en quelque sorte donner de la réalité à ce qu'on évoque, que l'écho que l'autre lui apporte. Si on veut se passer de l'autre, il faut trouver un dispositif qui permette de matérialiser suffisamment, tout en absentant l'objet. Le dispositif créé, alors là, il faudrait raconter, il y a toute une série d'interviews de Novarina, il y a même des films de Novarina où il montre dans quel espace il écrit, où il montre comment il s'y prend. Je vous en dis juste quelques mots comme ça. Il a une maison en Savoie. Sa maison ouvre sur un champ qui est en pleine montagne, il n'y a personne. Il écrit sur une table de pierre, une table solide, dans un confort extrêmement rustique. Et ce qui frappe beaucoup dans son procédure d'écriture, c'est qu'effectivement, il n'y a nul autre. C'est un espace d'écriture dans lequel il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'autre objet que celui qu'il crée par sa procédure même d'écriture. Donc je pense que l'une des choses qui pousse Novarina à écrire, c'est d'essayer de proférer son appel sans prendre le risque que l'autre sujet l'interprète mal, sans prendre le risque que l'autre sujet le laisse glisser, sans prendre le risque que l'autre sujet ne s'y intéresse pas, sans prendre le risque de retomber sur cette figure d'une mère impassible à qui ce qu'il dit ne ferait rien et qui ne ferait rien pour le tenir et le retenir. L'écriture va donner matière à cette parole, va la conserver, va la garder, va la matérialiser. Le processus de matérialisation est un processus tout à fait important dans son écriture, sans en quelque sorte prendre sur risque. Sauf que ce qu'on perd quand même dans ce procédure-là, c'est quand même la valeur de l'écho de l'autre sujet. Autrement dit, l'écriture c'est bien, mais l'écrivain a besoin d'échos. Alors, les échos habituels, c'est les critiques. Il faut prendre le risque de la critique. Il faut prendre le risque du lecteur. L'expérience, pour interpréter son texte, de retrouver ses états corporels à lui. Alors là, quelques extraits, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, et vous allez voir combien c'est quelque chose de parfait. Alors d'abord, sur la manière dont, à partir du théâtre et de la production théâtrale, on va aller tenter de faire vivre quelque chose à l'autre. Tout théâtre, n'importe quel théâtre, agit toujours et très fort sur les cerveaux. Ébranle perpétue le système dominateur. Je veux qu'on y change mes perceptions. Il faut qu'urge la fin du cyste. Il faut urger. Il urge qu'on mette la fin, commence la chute du système de reproduction en cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui dominent Madame ont toujours intérêt à faire disparaître la matière, à supprimer toujours le corps, le support, l'endroit d'où ça parle.
à faire croire que les mots tombent droit du ciel dans le cerveau, que ce sont des pensées qui s'expriment, pas des corps. C'est pour qu'on aborde tout par le dedans, sans rien dire, sans la langue, sans les dents. Donc ça, c'est ce qu'il fustige, c'est ce qu'il ne veut pas. Et qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, le voilà. Donc la pièce en question s'appelle l'atelier volant. L'atelier volant, il ne s'agit pas de le représenter, mais de s'y dépenser. Il faut des acteurs d'intensité, pas des acteurs d'intention. Mettre son corps au travail et d'abord, matérialistiquement, renifler, mâcher, respirer le texte. C'est en parlant des lettres, en butant sur des consonnes, en soufflant les voyelles, en marchant ça très fort, qu'on trouve comment ça se respire et comment c'est rythmé. Plus que les pas qui restent, les marques au sol à plat. Il faut retrouver ce qui a fait ça. Ce texte mort, par quoi c'était poussé? Par quelle partie du corps poussante c'était écrit? Grâce à la lettre morte du texte sur le paplard, pas subir, pas prendre tout ça pour de la bonne monnaie et du sens à transmettre, mais voir comment c'est né, d'où ça sortait, comment ça mourait, comment c'était poussé. Donc, vous voyez, c'est un processus de déconstruction de ce qui s'est mis en scène dans le texte pour tenter de retrouver la corporéité qui est sous-jacente au processus même d'écriture. Autrement dit, ce qu'il demande aux acteurs de faire, c'est véritablement, il leur demande de venir sentir ce qu'il a senti lui-même quand il écrivait. Hein? Alors encore un petit exemple. Non. Finalement. Si, juste une petite phrase. Juste une petite phrase, parce qu'on voit dans cette petite phrase, ce qui est intéressant, c'est qu'il va demander finalement à l'acteur d'être complètement possédé par lui, donc de s'effacer dans sa totalité. Hein. L'acteur n'exécute pas, mais s'exécute. Il n'interprète pas, mais se pénètre. Il ne raisonne pas, mais fait tout son corps raisonner. Donc, ce deuxième temps, enfin ce troisième temps, puisque le deuxième temps c'est la mise en scène pour le théâtre, le troisième temps c'est effectivement cette lettre aux acteurs par lequel il va commander progressivement aux acteurs de littéralement être celui qu'il est quand il écrit et de venir parler à la place littéralement qu'il pourrait occuper s'il acceptait de prendre le risque de l'interprétation par l'objet, c'est-à-dire le risque de l'écoute en direct du spectateur. Et on voit comment cet ensemble de dispositifs est une tentative pour à la fois communiquer quelque chose, le faire partager, mais sans prendre l'ensemble des risques. Autrement dit, une autre possibilité, ce serait été éventuellement d'aller voir un psychanalyste avec une interprétation suffisamment bienveillante, de façon à ne pas courir le risque de la mauvaise interprétation, encore toujours, et pas prendre non plus le risque de quelqu'un qui désinvestirait, qui ne serait pas en attrait, et qui n'accorderait pas toutes ses valeurs, qui ne restituerait pas toutes ses valeurs à son procédé d'écriture. Voilà, c'est à peu près l'essentiel de ce que j'avais envie de vous dire. Maurice m'avait dit j'ai 3/4 d'heure, je suis dans les 3/4 d'heure là. J'espère avoir pu vous montrer comment le style de cet auteur tient compte d'un ensemble de contraintes. Au point de départ, il y a vraisemblablement une expérience subjective d'avant l'émergence de l'appareil de langage. Puis, cette expérience-là, il y a la nécessité de tenter de la ressaisir pour la faire partager et pour l'intégrer. Mais la procédure pour faire partager et intégrer cette expérience subjective fait prendre le risque que se répète à nouveau avec les nouveaux objets l'indifférence première dans laquelle il a grandi, l'absence de portage, l'absence de tenue, l'absence d'investissement. Alors, on voit une deuxième procédure se mettre en place pour tenter de pallier à cette crainte que se répète la rencontre avec un objet absolument indispensable et en même temps avec le risque de cette répétition-là. Et que toute la procédure qu'il met en place, parce que c'est quand même le seul acteur, enfin le seul auteur, à ma connaissance, qui va faire ainsi cette pression sur les acteurs pour arriver au point de leur dire comment il faut que les acteurs retrouvent sa sensation corporelle à lui.
et la fasse passer. Et il me semble qu'avec cette procédure-là, petit à petit, et c'est, je pense, pour ça qu'il est spectateur aussi lui-même de ses propres pièces, et de manière extrêmement régulière, c'est aussi pour ça, à mon sens, qu'effectivement il est là, c'est aussi pour que, à travers tout ce travail-là, quelque chose se métabolise. Je voudrais juste dire quelque chose pour terminer, c'est que ça travaille et que ça avance. Et que quand on regarde les textes des années 70, les textes des années 80, les textes des années 90 et les textes actuels, on a l'impression qu'il y a un processus. On a l'impression que son dispositif marche, qu'il y a quelque chose qui l'intègre. Non pas tant que les axes essentiels de son style se modifient. Je crois qu'on retrouve un certain nombre de paramètres. Alors, j'ai oublié de vous dire que tout ceci, c'était en explicitation de la forme amour de la langue. Bon, ça allait de soi, mais il faut que je le dise avant qu'on se sépare. Donc, c'est dans cet amour de la langue, il y a quelque chose qui est, je pense, un rapport émotif aussi à la langue et à l'objet, et il y a quelque chose qui se travaille dans ce dispositif d'écriture. Très souvent, on note chez les écrivains quelque chose d'une structure répétitive. Chez Delarina, il y a des éléments qui se répètent, il n'a pas tout élaboré, mais il y a en même temps quelque chose qui se travaille, quelque chose qui s'intègre, quelque chose qui se dépasse progressivement d'un texte à l'autre. Et je ne serais pas étonné qu'on le voit d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années commencer à faire des textes narratifs, c'est-à-dire être capable de quitter cette espèce de style impressionniste avec lequel il travaille pour passer à des modalités de narrativité où il y aurait où la langue, où le rapport à la langue se serait à ce point transformé que ce n'est pas le rapport à la langue qui serait au centre, mais que c'est ce que la langue transmet comme contenu qui pourrait prendre la domination. Toujours en rapport à la langue qui est là, mais là, la domination chez lui, elle est beaucoup plus du côté du rapport à la langue plutôt que du côté du contenu transmis, encore que l'on voit que le rapport à la langue transmet un contenu d'une autre nature. Voilà, merci. Ça marche, apparemment. Bon, ben, je dirais exactement de la façon dont je crois que je parlerai après longtemps, je regarde, je dirais quelque chose de la façon dont j'ai finalement accepté, mais vraiment avec beaucoup de réticence, par sentiment de ne pas convenir, vraiment, et de ne pas connaître au départ. Vous voyez, cette façon de parler sur Marina, et vraiment en entendant René Roussillon, il y a déjà ce premier appel de la parole, je me sens disculpée de mon... Parce que c'est un texte, je crois qu'il va peut-être encore plus loin dans le négatif, dans la destruction par le texte, de celui qui peut-être va entendre le texte. Parce qu'en écoutant René Roussillon, je me suis dit, il y a ces conseils donnés aux acteurs. Alors il peut bien parler aux acteurs, mais ce qu'il veut parler aux humains, ça c'est pas certain du tout. Alors, en disant, c'est peut-être vraiment de la, comment dire, du phénomène. J'ai pris simplement ça comme, comment dire, notation des pages où il y avait quelques notes sur lesquelles m'inspirer. Et puis je dirais à la suite, comme ça, ce qui me vient. Pourtant, d'habitude, j'aime bien les commentaires. Mais je disais que dans mon rapport, ça touche à la raison d'être du Babylone, enfin, certes, dans mon rapport à la littérature et à après la philosophie, après la psychanalyse, dans le rapport avec la littérature qui, je crois, est ce qui m'a permis ou pardonné d'avoir une vie psychique. C'est vraiment fondamental. Parce que même me rendre compte que j'étais traversée par des terreurs et de la peur, je m'effaçais, je ne pouvais pas le voir. Il a fallu que je lise Chateaubriand, les passages de Combourg, pour voir que tout à coup la peur avait une dignité et que d'être dans la crainte du père, en mettant la fascination du père, c'était possible. Donc pas trop honteux si on était là-dedans. Donc c'était vraiment comme une permission d'être. Et qu'est-ce que j'ai en lisant Navarina? Eh bien les choses partent en sens inverse. Et j'ai l'impression, alors pas nécessairement que... alors on a lu des textes différents. J'ai accepté, c'était un peu avant les vacances,
accepter l'hypothèse, tout en me disant, j'étais surchargée, j'ai jamais eu un trimestre pareil. Alors c'est ma fille qui m'a aidée, varier votre compagne, c'est ma fille qui m'a aidée à plusieurs reprises, en me disant, écoute, je vais lire quelques textes, je verrai si je pense que tu peux. Alors Simon on a pensé, oh non, vraiment, je crois qu'il faut que tu dises non. Et je crois il y a peu de temps, il y a peut-être un mois, je prends mon courage à deux mains pour téléphoner, écouter, dire c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me fascine dedans, mais je ne conviens pas et je ne peux pas, à la limite j'ai pas le droit. Et je vais te rattraper, ah non, ne me faites pas ça, me demandez une permission de sortie, je vous la refuse. Alors c'est dans, je me suis dit, par le passage par ma fille, j'ai deux livres, dont un parvenait parce que je ne savais pas en même temps ce qu'allait faire sur quel texte il allait évader, de quoi il allait parler. Hein. Alors j'ai lu L'acte inconnu, qui était lu, donc il n'a pas parlé là, et Devant la parole, dont il a parlé. Alors en lisant ces textes, je pense qu'il pulvérise l'auditeur. Il veut bien dire quelque chose aux acteurs, mais l'auditeur ou le spectateur, je ne sais pas trop ce qu'il en fait. C'est dans... Oui, c'est ça. C'est dans L'acte inconnu qui nous dit... Alors Jean Parturian, j'ai tout pris parce que ça me plaît. Il y a Jean Parturian qui parle de l'importance de la parturition. Tu es un personnage à l'orée de la pièce qui n'agit plus. Donc il y a quelque chose, vous voyez, même dans cette opération qui serait avant la parole, je ne suis pas sûre qu'il y ait toujours chez lui un chemin vers la parole. Il casse. Et le commentaire du tableau représentant la Vierge enfant a été remarquablement bien fait. C'est vraiment cette scène qui fait exister, mais dans le paradoxe, parce que vous voyez, les acteurs peuvent tout de même être un peu témoins de lui, mais c'est les rares individus auxquels il veut bien parler. Alors, il m'a semblé que les autres étaient dissous, mais en particulier les femmes, et en particulier les mères. Effectivement, dans le tableau. Alors moi, je me sentais un peu mal en point, étant donné que le moment de la maternité, même dans mon analyse, hein, ce détail sur... c'est quand j'étais enceinte et que j'ai derrière ça, que mes rêves se sont mis, que j'ai commencé à rêver en couleur. Autrement, c'était du noir et blanc. Alors, on est bien dans le cinéma, mais j'étais dans le noir et blanc, ou un brun très sombre. Oui. Et hop, le vert m'est arrivé, le rose, qu'après le moment où j'étais enceinte. Donc, le fait d'être mère, c'était pas une façon de donner la vie, certainement, j'espère, mais c'était d'accéder tout de même à une forme d'existence. Alors d'avoir l'impression que dans ce texte, qui était impossible, c'est justement d'être mère. Alors j'étais vraiment exclue des spectateurs, et je pense que l'enfant olympien, après cette remarque, me dit « Honte à toi, spectateur de mes actions défaites ». Donc pas du tout, tu es le bienvenu. Honte à toi, qui me vois dans un tel état. Donc cette radicalité de la destruction de l'autre, vous allez bien m'en prendre le risque de l'autre. C'est vrai que dans les passages dont vous avez parlé, qui traitent de la parole, alors, devant la parole, que vous avez lu, que j'ai lu, ce sont les rares textes que j'ai lus, alors il y a un envol, il y a tout de même un peu quelqu'un, il parle peut-être à quelqu'un. Dans L'acte inconnu, c'est pas sûr du tout qu'il parle à quelqu'un. Alors je me suis dit au dernier moment, parce qu'il y a quelques jours, je disais encore, mais enfin, qu'est-ce que je fais Alors, je vois, dans le début, là, il y a tous les personnages, le nom des personnages, c'est très amusant. Ça prend du pas, mais je ne veux pas. Mais je vois entrée rétrograde. Je me dis, c'est tout à fait ce qui me convient, la façon d'y aller. Le premier personnage, c'est le vivant malgré lui. Alors je peux dire, c'est la discutante malgré elle. Là, c'est... Bien prendre garde à déchirer l'espace, comme la page blanche de l'esprit. C'est-à-dire, même en parlant, on risquerait de déchirer l'espace. Et là, j'y suis très sensible parce que l'espace, alors j'ai découvert après chez Freud, c'est le premier agent. Ça va pas de soi qu'il existe un espace. Et si la femme est quelque chose, quand même, enfin, elle est Dieu. Comme la page blanche de l'esprit, le théâtre dit entre Adam.
il sort. Tout de suite après être entré. Alors, après, dès la deuxième page, il y a le bonhomme Nil. Chaque soir sur le rempart m'apparaît le spectre de ma mire. Bon, le fantoche. Et qu'est-ce qu'elle te dit, la spectre? Le bonhomme Nil. Elle me dit de tuer mon pire. Elle me le suggère en français. Alors rien qu'avec ça, je veux dire, avec la mire et le pire, on peut penser qu'on est bien embarqué. Eh bien, non, dire qu'on est bien embarqué, c'est être optimiste. On n'est pas embarqué du tout. Et c'est ça qui se découvre, justement, dans une sorte de ce qui n'est pas l'espace primordial, mais on pourrait dire essayer de se transformer en trou. Alors ensuite, d'abord ce qui me gêne, c'est de dire qu'il faut tuer le pire, parce que bien des psychanalystes ne voient que ça. Il y a une méfiance à l'égard de la mort, lui aussi ici. Le fantoche avance, creuse-toi, élargue-toi de tes bras, creuse-toi un trou, tourne-toi, recule. Tu as été mis sur terre pour revivre de la chute dans un trou. Très radical. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est que, si vous voulez, c'est un des axes que j'essaie de retrouver, parce que je trouve, par exemple, Lacan en parle beaucoup, c'est ce qui caractérise la femme. Et je m'acharne à montrer qu'avant ça, chez Freud, il y a quelque chose d'autre, il n'y a pas que le membre. Il y a quelque chose qu'il appelle, et bien des psychanalystes sont liés, le Raum, l'espace creux. Freud n'en parle qu'au début. Et c'est pourtant tout le fond de la topique psychique. C'est-à-dire la femme, comme espace creux, je ne peux pas, j'en ai parlé dans le paradigme féminin, mais je ne vais pas reprendre tout. Mais Freud, je crois, n'en parle comme métaphore au début de l'œuvre. Et c'est comme si c'était si inquiétant, si fascinant. C'est comme si l'enfant naître, c'est là qu'il y a bien quelque chose de prénatal. Est-ce que le prénatal est pensable, possible et jouable? Si le prénatal, c'est forcer l'entrée d'un lieu qui n'est pas le nôtre, se nicher dans un autre, de force, ben effectivement, la première chose à faire quand on se rend compte, c'est peut-être de faire comme Adam, de sortir. Donc, vous voyez, c'était, pour moi, c'est entre les deux, dire, non, c'est peut-être pas uniquement le trou, c'est le creux. Et entre le trou et le creux, il y a une différence abyssale. Parce qu'on peut se loger dans un creux, tandis qu'on peut que tomber dans un trou. Et là, ce avec quoi il se débat, c'est pas du tout le creux, je ne sais pas si on en a parlé, c'est vraiment le trou. Alors, d'où un petit peu plus loin. Alors, ce trou est tel qu'il condamne même le langage. Ça, vous avez parlé d'évolution. Je ne connais pas les dates, je n'ai pas remarqué. Mais entre. C'est postérieur. Ça, c'est postérieur? Ah oui. Ça veut dire qu'il n'est pas allé avec plus d'optimisme. Mais si vous voulez, je ne sais pas s'il va aller vers le narratif, mais quelque chose Beckett prendre la mesure de possibilités premières. On n'est même pas dans la première, c'est dans l'avant-première, il y a peut-être. Et c'est ça que c'est. Voilà. D'une certaine manière, il y a là quelque chose d'inouï, mais ça me fait du bien que vous ayez tracé quelques traces, parce que je ne savais pas si c'était mon sentiment d'exclusion au premier ou ma folie qui faisait que je pouvais voir essentiellement ça. Alors pour le langage, le chant entendu à un moment par il meurt, les hommes. Ah oui, d'abord, je souffre d'un désaccord total avec la mort. J'ai l'impression perpétuelle de n'être pas. Donc c'est radical, donc il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas à se demander, même si on va parler, et quand il vit ça, il ne veut même pas parler aux acteurs. Parce qu'il faudrait qu'il leur demande, mais ce qui n'est pas faux. Un acteur, justement, est peut-être entre elle-même, comme acteur. Donc comme ombre de lui-même, peut-être comme ces fantoches qui interviennent. Alors, il meurt en prononçant le langage. Donc il est là, le langage n'est pas du tout comme une tentative tout de même d'exister. Et c'est